И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени. En 1989, chanter la faillite de notre pays déclenchait de véritables ovations, du moins dans les concerts. Cette chanson était dédiée à nos soldats morts en Afghanistan. Tous ceux qui avaient survécu étaient de retour le 15 février. Au début du printemps de la même année, je suis allé voter pour la première fois de ma vie. Il s'agissait d'élire le Soviet suprême, notre Parlement. Jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev, ce n'était qu'une chambre chargée d'approuver les décisions du Parti communiste. En 1989, cette assemblée n'était pas encore complètement libre. Un tiers des sièges allaient directement aux communistes. Mais les élections, elles, l'ont été suffisamment pour que Boris Yeltsin, le principal opposant à Gorbatchev, soit élu. Pour la première fois de toute son histoire, le pays a eu la possibilité de voter pour de bon. Gennady Bourboulis, vice-premier ministre de Boris Yeltsin. Malgré les quotas réservés aux partis et aux organisations sociales comme le Komsomol, etc., on lui a dit « Mikhail Sergeyevitch, n'hésitons pas, organisons des élections libres. Le pouvoir aura une légitimité différente. Ce sera un nouveau genre de président, un président élu solidairement par la majorité du peuple soviétique. » Pendant longtemps, Gorbatchev est resté très populaire, mais sans jamais être élu. Alors que s'il avait organisé des élections, il les aurait sûrement gagnées. Et ça aurait donné une légitimité démocratique au super-État communiste. Sans parler de sa victoire personnelle. Bref, quoi qu'il en soit, Gorbatchev n'a jamais osé. Выборы, закон о выборах и поправки Конституции показали, что они не полностью демократичными. Все-таки выборы должны быть равные, прямые, всеобщие, тайные, обязательно с альтернативных кандидатур снизу и до председателя Верховного Совета СССР. Pour moi, ces élections n'étaient pas non concurrentielles. Alexei Kondaourov, général du KGB et membre du service de protection de Gorbatchev. J'estimais que les gens qui se présentaient aux élections le méritaient, qu'ils avaient en quelque sorte fait leurs preuves. Et puis, le mieux est l'ennemi du bien. Et c'était quand même les représentants du peuple. Notre démocratie avait beau être très différente du modèle occidental, elle a tout de même permis l'élection d'Andrei Sakharov, ancien ennemi de l'État, à ce nouveau Parlement. Dans ce Parlement à moitié libre, l'apprentissage de la démocratie se fait sur le tas. Et le prix Nobel de la paix a eu du mal à se faire entendre. Вы пока присядьте. Или постойте. Одну минутку, товарищ. Не надо. Давайте решим вопрос так. Я вношу предложение компромиссное. Кто за то, чтобы дать депутату Сахарову 5 минут для выступления, прошу поднять мандаты. Кто против? Ну, меньшинство. Меньшинство явное. Пожалуйста, Андрей Дмитриевич, 5 минут. Il existait une certaine démocratie soviétique, c'est indéniable, mais pas dans l'acception occidentale du terme. De plus, pour moi, le mot démocratie n'était pas primordial. La question de la souveraineté populaire, au sens où on l'entend en Occident, ne me semblait pas être une condition indispensable à la réussite du pays et au bien-être du peuple. Советскую армию, советского солдата, который защитил нашу Родину в Великой Отечественной войне. Но когда речь идет об афганской войне,
Речь идет о том, что сама война в Афганистане была преступной. И это преступление стоило жизни почти миллиону афганцев. Против целого народа велась война на уничтожение. Этот страшный позор, который лежит на нашем руководстве, совершила этот акт агрессии. Так вот, что я выступал против введения советских войск в Афганистане, и за это был сослан в Горький. Certes, la liberté accordée par Gorbatchev n'est pas totale, mais peut-être correspond-elle à ce que notre société est alors capable d'accepter. Dans le pays, on considérait que Gorbatchev trahissait une position au profit d'une autre. Ça ne me semblait pas crucial qu'il instaure la liberté de la presse, la glasnost et les élections libres. Tout ça ne comptait pas pour moi. Qu'il n'arrive pas à redresser l'économie, ça oui, c'était important. Et je voyais d'un mauvais œil le fait qu'il renonce à notre position dans le monde. Il n'a pas réussi à relever le pays et il n'a pas su maintenir le statu quo qui régnait en Europe. Même inachevées, les réformes lancées par Gorbatchev encouragent les Européens de l'Est. En Pologne, les ennemis jurés Jaruzelski et Solidarnosc s'asseyent autour d'une même table pour négocier. En Hongrie, le jeune réformateur Miklós Németh s'impose face aux communistes conservateurs. Mais d'autres pays comme l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Bulgarie font figure de bastions du communisme, congelés malgré la chaleur de l'été 1989. Certains sont même bien décidés à défendre leur idéologie par tous les moyens. Même durant l'été 89. Andrei Grachev, ancien porte-parole de Gorbatchev. En réalité, Honecker a tenté d'inclure cette question à l'ordre du jour du dernier sommet du pacte de Varsovie à Bucarest. Et il n'était pas uniquement question de serrer la vis aux Hongrois, mais aussi aux Polonais. Car en Pologne, à l'époque, après les élections autorisées par Jaruzelski en accord avec Gorbatchev, un premier gouvernement anticommuniste était sur le point de se former, avec Jaruzelski comme président. Et Honecker, de même que Ceausescu, qui s'était pourtant opposé à l'invasion de 1968, ont tenté de persuader leurs collègues du pacte de Varsovie. Ils voulaient qu'une mesure semblable soit prise contre la Pologne, c'est-à-dire qu'on envoie l'armée défendre le socialisme. Donner une leçon, défendre le socialisme. Refrain connu. En 1956, le réformateur Imre Nagy, président du Conseil des ministres de Hongrie, tente d'organiser des élections libres et de retirer son pays du pacte de Varsovie. Mais ce dernier lui donne une bonne leçon. Les chars russes entrent dans Budapest. Nagy a été trahi par János Kadar, qui s'est allié aux soviétiques pour écraser l'insurrection. Imre Nagy sera arrêté et exécuté 2 ans plus tard. János Kadar dirige la Hongrie pendant 32 ans, jusqu'en 1988. L'année suivante, la dépouille d'Imre Nagy est exhumée d'une fosse commune et reçoit des funérailles nationales. Én akkor azt mondtam, egész pontosan, békés diáktüntetés, fölkelés,
fegyvertelen emberek pogrom alapján meg. És azokat előbb ölték meg minden Nagy Imréjéket, mert ha... Ce discours ressemble à la confession d'un mourant. C'était une façon de régler ses comptes avec lui-même. Zoltán Szalay, photographe de presse hongrois. Une foule immense s'était rassemblée sur la place des héros pour les funérailles d'Imre Nagy et de ses compagnons. C'était un événement important. Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonci Géza, és több száz kivégzett. Le jour où on a assisté aux obsèques d'Imre Nagy le 16 juin 1989 sur la place des Héros à Budapest, les membres de la milice ouvrière étaient encore armés. András Szegfű, ancien spécialiste de l'opinion publique pour la chaîne nationale hongroise. On était une centaine de milliers, ou du moins plusieurs dizaines de milliers. J'étais là, au milieu de tous ces gens, et j'avais des picotements dans la nuque, la sensation horrible qu'on allait se faire tirer dans le dos. Un de ces vieux communistes purs et durs allait péter les plombs, se dire que la contre-révolution était en marche et qu'un vrai communiste devait tirer. János Kadar est décédé peu de temps après l'enterrement d'Imre Nagy. Une chose est sûre, il y a un lien entre la réhabilitation de Nagy et la mort de Kadar. J'en suis absolument certain. C'est la fin d'une époque. La nouvelle génération de dirigeants d'Europe de l'Est a un nouveau programme, qu'elle doit malgré tout soumettre aux grands frères. Miklos Németh a été invité à Moscou pour une réunion officielle. Ça a été un moment extraordinaire. Gorbatchev l'a accueilli et après 5 minutes de discussion, la délégation est restée et nous on est sortis. Et puis, on a attendu. Il était prévu que la réunion entre Gorbatchev et Miklos Németh ne dure pas plus de 20 minutes. Mais ils se sont entretenus pendant plus d'1 heure et demie. Finalement, Miklos Németh sort, Gorbatchev nous raccompagne jusqu'à l'escalier et nous dit « À bientôt ». Là, Németh s'écrie « Briefing ». On se presse tous autour de lui et il nous dit « On a abordé tous les sujets importants et on est d'accord sur tout. Tout va bien. » J'ai demandé quoi exactement? Il m'a répondu « La transition pacifique vers un système multipartite en Hongrie et le retrait des troupes soviétiques du pays. » C'est ce jour-là que la décision a été prise. On a démantelé des centaines de kilomètres de clôtures barbelées et de systèmes d'alarme. Cette déchirure dans le rideau de fer attire les Allemands de l'Est, dont certains passent leurs vacances en Hongrie, la destination préférée des citoyens de la RDA en mal de liberté. Quelques-uns franchissent la frontière verte, désormais ouverte avec l'Autriche, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre.
des files de trabants affluent vers les points de passage entre la Hongrie et l'Autriche. Pour les autorités hongroises, c'est un peu trop. Und die fahren wir alle geschlossen in diese Straße. Die kommt hier oben an der Grenze raus. Das ist ein alter Grenzübergang. Wir fahren von hier aus hintereinander weg. Dann losrennen. Und dann kam Zeichen, Autos stehen lassen und zu Fuß weiter. Haben wir uns mit weißen Fahnen Zeichen gegeben, dass wir nicht aufeinander fahren. Raus aus den Autos und los Richtung Schrägfeldweg. Und wir sind gerannt, vielleicht 1,2 Kilometer sind wir erstmal gerannt, kleine Kinder mit und alles. Und die haben hinter uns geschossen und geschossen. Wir haben nicht uns umgedreht. Wir haben nur gesagt, auch unser, der das auch ein bisschen organisiert hat, zusammenhalten, Kinder in die Mitte. Dann kam plötzlich ein LKW voller Soldaten. Wir würden das auch jederzeit wieder. Wir müssen jetzt erstmal Kräfte sammeln und wir wollen noch einen Versuch starten. C'était fantastique. L'ordre de Malte est arrivé en Hongrie dès que le premier camp de réfugiés a été installé dans le jardin de l'église de Zugliget. Ensuite, le campement n'a pas cessé de s'étendre. Ça a été très vite. Das sind die Malteserzelte. Die sind nummeriert. Da oben sind die privaten, wie Sie sehen. Da ist noch Möglichkeit Camping. Und unweit von hier in der Parallelstraße gibt es nochmal ein Grundstück, wo wir weitere Zelte aufstellen können. Il a fallu travailler dur et négocier pied à pied pour arriver à une solution. Parce que tous ces gens devaient transiter par un pays tiers, l'Autriche, pour arriver en Allemagne de l'Ouest. Saját tetendéke úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, amely befogadja őket. Die hier stehenden Bürger der DDR können nicht ihren DDR-Passieren das Land verlassen. Les autorités de RDA parviennent à interdire à leurs citoyens de se rendre en Hongrie. En réaction, certains font le siège des ambassades ouest-allemandes à Prague et à Varsovie dans l'espoir d'être autorisés à quitter le pays pour l'Ouest. Et en plein cœur de Berlin, la foule envahit l'ambassade des États-Unis. Verlassen Sie den Weg, machen Sie die Bahn frei, hier den Eingang frei. Gehen Sie weiter. Zügellos wird von Politikern und Medien der BRD eine stabsmäßig vorbereitete Heim ins Reich Psychose geführt, um Menschen in die Irre zu führen und auf einen Weg in ein ungewisses Schicksal zu treiben.
Das vorgegaukelte Bild vom Leben im Westen soll vergessen machen, was diese Menschen von der sozialistischen Gesellschaft bekommen haben und was sie nun aufgeben. Pour sauver la face, les autorités est-allemandes ont l'idée d'expulser les citoyens qui ne rêvent justement que d'une chose, partir. Angesichts der unhaltbaren Situation in den Botschaften der BRD in Prag und Warschau hat die Regierung der DDR einen humanitären Akt unternommen, um die Lage, die nicht von ihr herbeigeführt wurde, dort zu beenden. Die Personen aus der DDR, die sich rechtswidrig in diesen Botschaften aufhielten, wurden, wie bereits gemeldet, in der vergangenen Nacht in die BRD ausgewiesen. Mais l'expulsion doit se faire forcément à partir du territoire national et l'opération est délicate. Le train bondé de réfugiés est-allemands en provenance de Prague va devoir traverser une partie de l'Allemagne de l'Est avant d'arriver à l'Ouest. Ça a été une décision complètement stupide. Fatalement, tout le monde a été au courant. Il aurait très bien pu passer par la République tchèque pour arriver directement en Allemagne de l'Ouest. Quand le train en provenance de Prague est arrivé en gare de Dresde, c'était l'ébullition. La ville grouillait de policiers. Et devant la gare, on avait l'impression que c'était la guerre. La police avait bouclé les portes parce que les gens voulaient entrer dans la gare. On se rendait bien compte que la situation échappait à tout contrôle. Le passage de ce train a ouvert les vannes. Nous, les Russes, nous n'avions pas de Russie de l'Ouest, une alternative géographique similaire à l'Allemagne de l'Ouest qui aurait séduit les citoyens mécontents pour des raisons politiques et économiques. Alors la plupart des Soviétiques n'ont pas bougé, mettant leurs espoirs dans la glasnost et la perestroïka pendant encore un bon moment. Может быть, за прошедшие 1,5 года перестройки мы еще не увидели ее осязаемых экономических результатов, то есть залежей мяса, колбасы на прилавках всех магазинов. Но один результат мы все-таки увидели. Люди подняли головы, люди почувствовали себя людьми. Le problème, c'est que cet espoir n'est apparemment rien d'autre que ça. Un espoir qui ne semble pas prêt de se réaliser. Доброе утро, я снова здесь, мне ничего не надо, у меня все есть, я гуляю по кухне, гордым видом и имею основание считать себя сытым, да, сытый. А это не голодный, ничего у меня нет, все что угодно открываю, холодильник и во взгляде колбасы, я чувствую уверенность в том, что я сыт, и я сыт. Сыт, I write a whole program of social songs. We were prohibited for half a year. Смотри под ноги, а вот наука, работай головой. Ради желудка берешь любую тему, производишь глоток и превращаешь информацию в желудочный сок. Я уничтожил столько добра, мой друг холодильник не даст соврать, но иногда бывает плохо, иногда меня тошнит, но это от того, что я слишком сыт. Сыт по горло. Les rockers de la glasnost ne se contentent pas de chanter. Ils expriment aussi les souffrances de leurs concitoyens dans une Union soviétique qui persiste dans son modèle économique planifié et centralisé. Des grèves et des manifestations inspirées de Solidarnosc gagnent l'Union soviétique. Представьте, на шахтера на месяц 200 грамм масла. Ну как можно работать? 200 грамм мыла. 200 грамм мыла. На квартал. Жаль, что вы... Да, ну, собственно, люди знают, какие шахтеры выходят грязные из шахты. И одного куска мыла хватает один раз помыться. Mais ici, impossible de rejeter la faute sur un grand frère. Les travailleurs soviétiques sont tiraillés entre leur patriotisme et leur propre intérêt économique.
Мы не враги перестройки, мы за перестройку. Мы страну не оставим, мы сразу приступим к работе, как только выполнят наши требования, сразу. И будем работать столько, сколько надо. Мы дали телеграмму в Верховный Совет на имя Михаила Сергеевича с просьбой прислать сюда министра угольной промышленности. До сих пор мы не получили ни ответа оттуда, ни привета. Se pourrait-il que Mikhail Sergueïevitch, surnommé Gorby, n'ait pas répondu aux mineurs parce qu'il devait prendre un avion pour aller assister aux cérémonies du 40e anniversaire de la RDA en octobre 1989? Was werden Sie mit dem Herrn Gorbatschow besprechen? Das möchte ich gerne wissen. Gorbatchev a longtemps hésité avant d'aller au 40e anniversaire de la RDA. Il n'avait pas envie de voir Honecker, avec qui il avait de très mauvaises relations. Il ne voulait pas y aller, mais en même temps, il ne pouvait pas ne pas y aller, car à ses yeux, il aurait insulté le pays tout entier. La seule chose qu'il s'est autorisé à faire, ça a été de se servir de ce voyage pour accélérer la chute politique de Necker. Jusqu'à la fin, Erich Honecker était convaincu que le peuple le soutiendrait. Il a refusé d'admettre la situation. Ça a été particulièrement flagrant le 7 octobre. Au bureau politique, on s'était dit, on va fêter cet anniversaire. Gorbatchev va venir et il approuvera les performances de la RDA. On n'en espérait pas plus. C'était suffisant pour stabiliser la situation en Allemagne de l'Est. Le 7 octobre, c'était évident qu'il y aurait des manifestations. On savait que la grande cérémonie avait lieu au Palais de la République. Klaus Laps, ex-communiste et fils d'un membre du gouvernement de la RDA. Je voulais y aller moi aussi, et crier « Gorby, Gorby ». J'avais espoir que ça provoquerait enfin une rupture. Приходилось слышать и такой призыв. Пусть СССР устранит Берлинскую стену. Прежде всего, нашим западным партнерам следует исходить из того, что вопросы, касающиеся ГДР, решаются не в Москве, а в Берлине. Sa politique de la glasnost, qui veut dire transparence, nous plaisait. Mais ça faisait des années que j'attendais qu'il parle de Katyn. Et puis un jour, il a reconnu que tous les membres du Politburo avaient approuvé le massacre de ces Polonais. En mai 1940, à Katyn, des milliers de Polonais sont abattus sur ordre de Staline. Ce dernier accuse les nazis de ce crime, un mensonge qui devient une vérité historique après la victoire des soviétiques. Faire porter aux nazis la faute d'un crime communiste ne pouvait qu'être lourd à porter pour la conscience est-allemande. Déjà, au jardin d'enfants, on me demandait « Tu es le fils du secrétaire d'État Laps ?» Oui, c'est moi. La cassure décisive entre lui et moi a eu lieu lors d'une discussion un soir à table. La plupart du temps, il avait toujours le dernier mot. Je n'avais plus qu'un seul argument à lui opposer et je lui ai dit « Et Katyn ?» Il s'est mis à hurler. « Ne commence pas avec cette propagande orchestrée par Goebbels !» Pourtant, à cette époque, il aurait dû et pu connaître la vérité. Moi, je savais que ce n'était pas de la propagande de Goebbels. C'était absurde. C'est le genre de choses que je ne pouvais pas supporter.
On voulait leur dire de laisser tomber le masque, leur faire comprendre que le peuple, c'était nous. Gehen Sie zurück! Gehen Sie zurück! Gehen Sie zurück! Beaucoup étaient conscients de la gravité de la situation. Il suffisait que quelqu'un pète les plombs, un manifestant ou un de ceux qui soutenaient l'État, un garde par exemple. Un seul coup de feu et ça aurait été le chaos total. Pendant la célébration du 40e anniversaire de la RDA, Gorbatchev et les autres se tenaient aux côtés de Necker sur la tribune. Il y avait différents défilés et celui de la jeunesse libre allemande s'est transformé en manifestation anti-Honecker. Les gens se sont mis à crier « Gorby, reste avec nous ». C'était comme un crachat lancé au visage d'Honecker, une humiliation publique. Krakowski, le chef de file des réformateurs polonais, se tenait à côté de Gorbatchev. Il s'est approché de lui et il lui a glissé à l'oreille. « Regarde, Mikhail, c'est la fin. » On a acclamé Gorbatchev, puis on a été refoulé loin du palais de la République et de l'Alexanderplatz. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à ce carrefour. J'ai cherché mes copains et je leur ai dit « Il faut qu'on aille là-haut, à Prenzlauer Berg ». L'objectif de la police est de repousser les gens le plus loin possible du palais de la République, où les festivités doivent avoir lieu. Chassés du centre-ville, les manifestants se dirigent vers le quartier de Prenzlauer Berg, le fief des jeunes et des intellectuels. Ces derniers se joignent à eux en masse. Je suis parti devant en taxi pour prévenir que les manifestants de l'Alexanderplatz étaient en route pour l'église Gethsemani. On savait que c'était le seul endroit où on échapperait à la Stasi et aux rafles. Mais beaucoup n'ont même pas voulu s'y réfugier et ils ont continué. La Schönhauser Allee est à une centaine de mètres. C'est un peu plus loin, à droite, que se trouve le pont de la Bornholmstrasse, un point de passage névralgique du mur. Une partie des manifestants s'est dirigée vers le pont, et c'est à ce moment-là que les forces de police ont commencé à se masser. La police sait très bien ce qu'elle fait quand elle entreprend de bloquer la route des manifestants avant qu'ils n'arrivent au point de passage de Bornholm. Ce pont au-dessus du mur était le point faible du rempart communiste érigé contre l'Ouest. Et c'est justement ici que cette frontière infranchissable a commencé à céder. Il y a eu un moment inoubliable, quand plusieurs centaines de personnes qui s'étaient retrouvées encerclées ont entonné l'Internationale. J'en ai encore la chair de poule quand j'y repense. C'était la manifestation de résistance la plus radicale possible. Il ne faut pas oublier que le massacre de la place Tiananmen avait eu lieu quelques mois plus tôt. Je me suis approché de l'officier qui commandait les opérations d'encerclement et je lui ai demandé « Vous voulez vraiment que ça finisse comme sur la place Tiananmen à Pékin ?» Il a juste claqué des doigts et ses sbires se sont jetés sur moi avec des matraques et m'ont assommé.
Je me suis réveillé à l'hôpital avec une commotion cérébrale. L'atmosphère était très tendue, mais je savais que j'avais attendu ce moment toute ma vie. C'était une rupture radicale avec mon passé et mes origines. Tu étais là pendant toute cette période. Un de mes premiers souvenirs, c'est de t'avoir accompagné à la porte de Brandebourg, où les gens démolissaient le mur. Je crois que tu avais essayé de m'expliquer ce qui se passait. J'avais 5 ans. Plus tard, quand j'ai eu l'âge de comprendre, j'y ai réfléchi toute seule. Quand le mur est tombé, Gorbatchev en a été informé dans la nuit. Il était heureux que ça se soit produit sans que l'Union soviétique l'ait décidé, comme ça avait été le cas lors de sa construction. La chute du mur de Berlin a été un événement pénible parce qu'elle signifiait qu'on avait perdu la guerre froide, que l'Union soviétique avait été vaincue dans la guerre froide. La liberté d'expression accordée par Gorbatchev nous a permis, entre autres, d'admettre que nous avions imposé le socialisme par la force aux pays d'Europe de l'Est. Mais la force n'était plus à la mode à cette époque. C'est pourquoi rares sont ceux qui ont critiqué la chute du mur. De toutes celles qui ont eu lieu cette année-là, c'est la révolution tchèque dont j'ai été le plus jaloux. Elle était née dans les théâtres et les débats intellectuels. C'était la révolution des artistes et des musiciens, celle de Václav Havel, le dramaturge. Il a même fait preuve pendant longtemps d'une certaine hésitation intellectuelle, très loin de la mentalité d'un politicien professionnel. Pourtant, il s'est imposé naturellement comme un dirigeant incontesté. Il y avait une continuité historique et politique. Alexander Dubček, réformateur et premier secrétaire du Parti communiste au moment du printemps de Prague, aux côtés du nouveau dirigeant non communiste, Václav Havel. Šápou na prameni ve vývoji této země byla skupina stalinistů, kteří spiknuti s Brežněvem připravovali okupaci naší země. La révolution est contagieuse. Il suffit de voir la chronologie des événements. Le 9 novembre, le mur tombe. Le 10 novembre, Todor Zivkov, l'inamovible chef d'État bulgare, est contraint de démissionner. Le 24 novembre, c'est le tour du comité central tchèque. Toutes ces révolutions sont pacifiques. Ce ne sera pas le cas en Roumanie.
Le 21, quand on est arrivé au boulot, on nous a dit « Inutile de vous changer, on va tous au rassemblement ». 3 ouvriers de l'usine de locomotives de Bucarest racontent les événements du 21 décembre. Arrivé sur l'esplanade, chaque organisation affiliée au parti a pris sa place. Chaque organisation correspondait à une entreprise. Tout le monde était en rang, l'un derrière l'autre. Moi, par exemple, j'étais dans le dernier. Le balcon est là. Et tout autour, la foule rassemblée pour l'applaudir. À l'époque, Paul Kouzigian fait des études de cinéma à Bucarest. 2 bus sont arrivés. Des jeunes en sont descendus et ont commencé à se rapprocher de la foule. Et puis tout d'un coup, comme au rugby, ils se sont mis à pousser les gens par derrière, à bousculer la dernière rangée. J'ai entendu un grondement qui venait du palais au bout de la rue, comme un avion ou un char. À ce moment-là, les gens se sont écroulés, comme un champ de maïs balayé par la tempête. Les banderoles et les drapeaux sont tombés. Tout le monde se piétinait. La foule a commencé à courir. Certains avaient perdu leurs chaussures, leurs vêtements. Les gens escaladaient les barrières pour s'enfuir. La vague a fini par arriver jusqu'à la caméra qui filmait Ceausescu. Le discours était retransmis à la télé. Et de chez moi, j'ai compris que c'était l'étincelle. Vous imaginez le symbole? L'image de Ceausescu qui vacillait. La caméra tremblait. L'image de Ceausescu aussi. Sur la place, c'était la panique totale. Alors j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer par la fenêtre. Voilà les images que j'ai tournées en cachette de la place de l'université. Il était 14h30, 1h30 après l'interruption du discours de Ceausescu. Les gens criaient « Nous voulons des élections libres ». C'était la première fois que j'entendais ça. J'en avais la chair de poule en filmant. Je suis sorti crier avec tout le monde. Sergiu Celac, interprète de Ceausescu jusqu'en 1978 et premier ministre des Affaires étrangères de l'ère post-communiste. Je voulais au moins mourir avec dignité. C'est contagieux quand des foules se rassemblent comme ça. Le courage, c'est contagieux, comme la scarlatine. Soudain, des coups de feu ont éclaté depuis les maisons et l'usine de blindés. J'ai eu peur et j'ai décidé de rentrer chez moi. Je suis allé chercher ma femme qui travaillait dans la même usine. Et j'ai dit à un collègue, « Viens à la maison, on va manger, boire de la vodka et regarder ce qui se passe à la télé. » Il m'a répondu, « Non, je veux y aller. » Il est parti et il s'est fait tuer. Ça a été un grand moment de courage pour Bucarest. Parce que le 21 décembre, les manifestants ignoraient complètement ce qui allait se passer. Personne, moi le premier, ne se doutait que Ceausescu s'enfuirait. Le conducteur, l'homme qui avait dirigé la Roumanie pendant 24 ans, s'enfuit avec sa femme dans un hélicoptère militaire. L'appareil s'est posé sur le toit du palais que la foule a commencé à envahir.
Mais sa fuite s'avère une erreur fatale. Moins de 2 jours plus tard, les époux Ceausescu sont livrés aux militaires. L'histoire de leur arrestation est gâchée par le fait que le pilote de l'hélicoptère et l'officier qui les ont arrêtés meurent tous les deux dans des circonstances suspectes peu après l'exécution du couple. C'était un des plans de la Securitate. Si on veut continuer à tirer les ficelles dans ce pays et garder le pouvoir, il faut cacher que le renversement de Ceausescu a été provoqué par une révolution populaire spontanée. De notre point de vue, celui des gens ordinaires, c'était une révolution. Mais si on examine les événements avec un regard extérieur, on s'aperçoit qu'on a été des marionnettes, qu'on a participé sans le savoir à une mise en scène, à une grande pièce de théâtre. La réaction en chaîne de ces révolutions n'est pas arrivée jusqu'à vous. Pourtant, le gouvernement soviétique paraît incapable d'enrayer l'effondrement économique du pays et commence à perdre le contrôle des républiques de l'Union. À la différence des autres pays du pacte de Varsovie, le communisme en URSS n'était pas la conséquence d'une occupation militaire. La notion de libération ne pouvait pas s'appliquer à nous. C'est peut-être pour cela que cette perte de croyance dans le communisme a été vécue plus douloureusement par les soviétiques. L'influence de l'Église orthodoxe russe a commencé à grandir, mais la religion avait été si bien étouffée pendant des décennies que sa renaissance tient moins à son message qu'à ses rituels. Dans le même temps, les vrais gens du peuple perdent la foi en leur vraie religion, le communisme. Souvent, le processus ressemble à un exorcisme. Cela explique que certains guérisseurs deviennent plus populaires que Gorbatchev. Cependant, dans la classe politique, un homme va trouver les mots justes pour exprimer ce que vit la population en détresse. Boris Yeltsin. Чувство боли за потерянных людей и чувство боли за то, что мы растеряли по дороге, пока шли с 17-го года вот эти 71 с лишним год. Если это чувство боли будет присутствовать в каждом из нас, в сердце каждого из нас, если это чувство боли будет присутствовать, тогда не будут приниматься законы, которые противоречат интересам народа. Tandis que Yeltsin accuse la révolution communiste de 1917 d'être la source de tous nos ennuis, Gorbatchev continue de suivre les rituels communistes. Comparé à son rival, ce n'est plus lui le progressiste. Malgré tout, le simple fait d'avoir initié des réformes est suffisamment impressionnant pour que 4 ans plus tard, beaucoup continuent de croire en lui, à commencer par moi. Mais le nombre de ses fidèles ne cesse de diminuer. Gorbatchev allait-il être dépassé par les événements et par son propre peuple?
Ba-dum-bum.